je te propose qu'on se tutoie puisqu'on se connaît depuis longtemps. On a partagé ensemble pas mal d'épreuves, des manifestations pour contre Guélé, des manifestations pour commémorer Arriba, etc., etc. Et aussi, tu m'as aidé pour des opérations, notamment faire venir des réfugiés djiboutiens qui étaient en Éthiopie pour les faire venir en France. Voilà. Alors, tu es né à Tadjoura, si j'ai bien compris, et tu as fait tes études primaires et secondaires à Djibouti. Tu es venu en France pour passer ton bac. C'était juste avant les affrontements de 91 entre le FRUD et l'armée nationale. Tu as poursuivi en France des études de droit, de sociologie et aussi de sciences du langage. Et tu as fait aussi quelques études de journalisme. Bon, depuis 2008, tu es français et tu travailles actuellement pour un organisme français en charge de la réinsertion des demandeurs d'emploi. Bon, je vais terminer en disant que tu es membre de l'ARD et que tu représentes l'ARD pour l'Europe. C'est bien ça ou tu as des choses sur lesquelles tu voudrais insister? Oui, c'est bien ça. Simplement, le bac, je l'avais passé à Djibouti avant de venir en France. Ah, d'accord. Alors, j'avais mal noté. Voilà, je le corrigerai. Bon, alors, au sein de la CTD, puisque c'est surtout de cela qu'on va parler, tu fais partie de plusieurs commissions, je crois. Lesquelles? Oui, je reviens sur la CTD juste pour dire quelques mots à mon tour concernant Jean-Loup, camarade de lutte de toujours, de si longtemps. Donc, c'est à mon tour de te remercier pour ce que tu as fait pour les Djiboutiens depuis les années 92. Et hélas, tu es toujours là. Donc, c'est vraiment, les Djiboutiens sont heureux de pouvoir partager encore et encore avec toi ces moments de lutte et de vérité sur Djibouti. Ben, je le partage aussi, comme tu le sais. Voilà. Merci pour ces quelques mots. Merci. Alors, on va repartir. Tu voulais dire autre chose? Oui, non, très bien. Je peux attaquer là sur la CTD. Oui, de quelle commission fais-tu partie? Donc, je fais partie de plusieurs commissions de la CTD. Donc, la commission de communication, la commission de défense, la commission des finances, et aussi la commission emploi-formation, et enfin une commission que nous sommes en train de finaliser, la commission économie. D'accord. Oui, parce que je n'ai pas très bien compris. La commission finance, elle s'occupe de la trésorerie interne de la CTD ou elle s'occupe du budget national qu'il faudra mettre en place pour la transition? La commission en finance s'occupe de la trésorerie interne de la CTD et s'occupe aussi de trouver des financements pour la CTD, mais ce sera la commission économie et finances publiques qui s'occupera d'écrire la situation économique de Djibouti et des finances publiques. Oui, on va en parler après. On va en parler après, justement. Mais avant, j'aimerais savoir, puisque tu étais en tant que membre de l'ARD et représentant, tu étais représentant de l'USN. Je ne sais pas si tu étais représentant de l'UAD avant. Non, à l'époque de l'UAD, je représentais seulement l'ARD. D'accord. Bon, mais enfin, tu as bien connu toutes ces coalitions. Tout à fait. Quelle différence fais-tu entre la CTD, parce que les gens ont une vision qui est un peu celle des coalitions précédentes et qui sont terminées, je dirais, un peu en queue de poisson, parce que c'était fait pour une élection et puis les gens n'ont pas toujours respecté les règles, etc. Quelle différence entre la CTD et ces coalitions? C'est une question très intéressante, très importante aussi sur la CTD. Effectivement, la CTD, par rapport à l'UAD, par rapport à l'USN, elle apporte une nouveauté très importante. D'une part, sur 3 points au moins, il y a une nouveauté importante. D'une part, la CTD n'est pas une coalition principalement électorale, puisqu'elle ne s'inscrit pas en préparation d'une élection à venir. Deuxième point d'importance de la CTD par rapport à l'UAD et à l'USN, c'est que la CTD
commence par poser un diagnostic du territoire de Djibouti sur tous les aspects possibles de la société djiboutienne, de l'économie à la finance, de la santé à l'éducation, avant de proposer un plan de travail sur Djibouti. Et troisième aspect important, la CTD par rapport à l'UAD et par rapport à l'USN, elle a aussi le projet d'intégrer l'ensemble des forces politiques de l'opposition djiboutienne et également de la société civile djiboutienne, parce que le FID notamment, qui pose des revendications spécifiques par rapport à Djibouti, par rapport à la guerre que Djibouti a connue, est partie intégrante de la CTD, si bien que les revendications portées par le FRUD font partie également des revendications de la CTD, si bien que demain, lorsque la CTD pourra mettre en pratique le temps de la période de transition, alors toutes les revendications de toute l'opposition de Djibouti seront respectées et intégrées. Oui, ça ne vous gêne pas trop, en tant que parti politique, d'avoir un mouvement armé assis autour de votre table? Alors, ça, c'est une question également importante, parce que dans la CTD, chacun garde sa spécificité et sa personnalité politique. Nous sommes, avec certains autres membres de la CTD, des mouvements pacifistes. Nous avons des représentants à Djibouti, nous avons des démarches avec l'administration de Djibouti pour récupérer nos statuts légaux volés par l'État. Nous travaillons dans Djibouti et aussi à l'extérieur de Djibouti pour faire aboutir les revendications populaires sur un plan pacifique. Mais le FRUD est lui aussi partenaire de la MUCTD et il porte des revendications qui sont les siennes et qui consistent à réhabiliter donc les territoires de Djibouti cassés par la guerre, mais aussi à remettre à niveau les injustices malheureusement très territorialisées que ce gouvernement de Djibouti a mis en place depuis les années de l'indépendance. Donc nous sommes côte à côte, nous sommes partenaires dans un même ensemble, mais nous gardons chacun sa spécificité armée pour le FRUD et spécificité politique pour l'UDJ, pour l'ARD et pour d'autres mouvements qui sont comme le PND, mais aussi comme les mouvements politiques que nous attendons. Voilà. Mais cela étant, le FRUD porte des revendications qui sont légitimes et d'ailleurs il ne porte pas que des revendications par la voie de la lutte armée, le FRUD porte aussi des revendications par la voie politique sur lesquelles nous nous rejoignons totalement. Très bien. Il y a un point que tu as dit tout à l'heure qui m'intéresse. Tu me dis on essaye auprès des administrations de récupérer notre légitimité qu'on nous a volée. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Par notre légitimité, la légitimité ne dépend pas du gouvernement, dépend de nous-mêmes et notre légitimité, elle est interne. Notre légalité que nous comptons récupérer, parce que vous le savez certainement, mais nos locuteurs, nos auditeurs ne le savent pas, donc je vais réexpliquer. Djibouti, comme un certain nombre d'autres pays africains, a une spécialité qui consiste à retirer le statut légal à un mouvement d'opposition qui ne se comporte pas comme il est attendu de lui par le régime de Djibouti. Si bien que l'ARD, le MRD et aujourd'hui l'UDJ, qui ont osé s'opposer au sens propre du terme, dans le sens complet du terme, ont perdu leur statut légal parce que leur façon de s'opposer n'était pas appréciée par le régime. Suite à cela, donc, les mouvements concernés sont en démarche à titre officiel, puisque c'est toujours le gouvernement qui en jugera, mais au moins à titre officiel, cette revendication de récupérer nos statuts légaux est toujours en cours. D'accord, eh bien je comprends. Alors, tu souhaitais qu'on parle tout à l'heure des finances de Djibouti, des finances de l'État. Quelle est ta vision sur la façon dont Guelleh et ses obligés, je veux dire, gèrent les finances de Djibouti? Oui, Djibouti, nous sommes face à un système qui ramène tout à la famille, aussi bien sur les finances que sur l'armée, que sur l'économie. Pour parler des finances publiques, nous avons à Djibouti un système d'une opacité extraordinaire. Lorsque le FMI, en 1996, par exemple, la première fois que le FMI s'est intéressé à Djibouti, la question première qu'elle a posée, c'était mais où sont les comptes publics? Où sont les comptes de l'État? Pour que nous puissions faire un commentaire, une analyse avant de proposer des solutions.
parce qu'ils n'existaient même pas, les comptes publics n'existaient pas. Et depuis 1996 à ce jour, c'est tout doucement, petit à petit, que les comptes publics essaient de s'installer, mais elles ne sont toujours pas installées, puisqu'aujourd'hui, nous avons les rapports de la Cour de compte de Djibouti qui fait des revendications, fait des recommandations chaque année, et chaque année, ces recommandations ne sont pas respectées. Alors que c'est quand même un organisme public de l'État, ce n'est pas un mouvement d'opposition, la Cour de compte, et les documents présentés par la Cour de compte pour améliorer les finances de Djibouti ne sont pas respectés parce que justement l'intérêt de la famille du président passe au-dessus des recommandations de la Cour des comptes, mais aussi passe au-dessus des recommandations de tous les organismes qui connaissent Djibouti. Nous avons par exemple un rapport du Trésor public français qui a été édité en décembre 2020 et qui écrit la chose suivante: la vie politique à Djibouti apparaît fortement marquée par le tribalisme, traduction politique de solidarité clanique. C'est une définition extraordinaire de ce que le Trésor public français, qui n'est pas politisé outre mesure, dit sur Djibouti. Et cela montre complètement pourquoi les finances publiques sont mal en point. Et les enquêteurs, enfin, de doing business, c'est-à-dire ceux qui regardent comment les affaires sont facilitées ou pas pour les investissements étrangers, les enquêteurs de business ont observé que l'arbitrage économique à Djibouti est toujours dicté par les intérêts de l'entourage du président. Voilà deux organismes quand même étrangers et internationaux qui posent la réalité des finances publiques à Djibouti, sont reconnus. Voilà ce que signifient les finances à Djibouti. Et pour finir sur cette question-là, nous avons cherché dans les comptes publics à Djibouti, pour ce qui en existe, dans le budget national, où sont inscrits ce que les bases militaires étrangères situées à Djibouti versent comme aide, comme rente. Alors, elles sont difficiles à trouver. Il faut utiliser une loupe pour trouver un minimum de lignes, mais toujours de façon sibylline, parce que c'est toute une stratégie qui consiste à cacher les comptes publics à Djibouti. Oui, c'est vrai que j'ai cherché aussi ce montant, je ne l'ai jamais trouvé. Voilà, exactement. Nous basons beaucoup sur ce que les journalistes peuvent écrire, parce que les comptes publics eux-mêmes, sur cet aspect, ne sont pas disponibles. Eh bien, merci de ces éclaircissements. Il n'y avait pas eu un incendie, d'ailleurs, d'un bâtiment qui gérait les finances? Complètement, vous avez excellente mémoire, Jean-Loup. Effectivement, c'était la Cour de compte qui avait pris feu parce que, justement, elle abritait des rapports. Oui, c'est ça. Elle abritait des rapports que la Cour de compte avait rédigés et qui étaient explosifs. Et donc, qui devaient absolument disparaître. Heureusement, aujourd'hui, avec l'informatisation, ces documents-là sont mieux gardés et ils existent. Théoriquement, parce que on peut perdre de l'informatique aussi. Théoriquement. Bon, on va parler maintenant un peu des relations extérieures que vous avez au sein de la CTD. Djibouti a une situation particulière. D'abord, c'est un très petit État. Il y a une population qui est réduite par rapport à d'autres États africains, c'est évident. Et en même temps, c'est un pays qui a pas de ressources naturelles, enfin connues pour le moment. Il y a peut-être des forages qui sont en cours et peut-être de la géothermie, mais il n'y a pas de ressources alimentaires, il n'y a pas de ressources, etc. Et en même temps, c'est un pays qui abrite au moins 3 bases importantes, je dis bien au moins, entre les Japonais, même 4, les Japonais, les Américains, les Français et les Chinois. Bon, tout ça fait que c'est une situation tout à fait particulière. Alors, j'imagine que vous avez du mal à discuter avec des mouvements d'opposition dans d'autres pays parce que la situation politique, on la retrouve dictatoriale, on la retrouve dans un grand nombre de pays. J'imagine quand même que vous avez du mal à échanger parce que vous avez des conditions différentes avec les autres pays africains. Alors, effectivement, nous sommes ici à Paris en relation étroite avec les mouvements d'opposition africains et orientaux. Mais aussi français, des partis politiques français, pour que nous mettions en commun des réflexions sur la situation de notre pays, mais aussi d'autres pays africains dont nous nous inspirons. Et nous avons dans ce cadre-là une relation suivie, notamment avec la dynamique unitaire panafricaine, que je remercie pour l'occasion, et qui connaît Djibouti et qui a fait connaître Djibouti au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui,
lorsque les principaux dictateurs africains sont affichés, sont cités, systématiquement, Djibouti et Ousmane Marguelé font partie de cette liste parce que nous avons travaillé beaucoup avec la dynamique unitaire panafricaine. C'est très important. D'autre part, aujourd'hui, les députés français aussi ont pris conscience de la situation de Djibouti et ont déjà beaucoup travaillé sur cette question. Nous avons eu des résolutions du Parlement, nous avons eu aussi des résolutions du Parlement européen. Donc, ce travail diplomatique continue et la Commission en relations extérieures est justement destinée à mettre en commun, à regrouper de la part de tous les membres de la CTD les contacts de relations qu'ils avaient déjà auparavant avec les institutions existantes, européennes, françaises ou autres, pour que l'ensemble de ces relations diplomatiques constituent un lien pour mettre une pression depuis l'extérieur sur Djibouti, parce que Djibouti est un pays, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Djibouti est un pays qui vit beaucoup de relations extérieures. Même l'économie de Djibouti est basée sur l'extérieur, sur l'import et l'export pour un pays étranger, l'Éthiopie. Djibouti est un pays qui est très dépendant de cela. Djibouti doit pouvoir exploiter cette situation et pour ce faire, doit être en termes positifs et en termes de travail sérieux et transparent avec ces partenaires-là. C'est aussi le projet de la CTD d'être en transparence, d'être en relation de travail sérieux et transparent avec les partenaires, aussi bien en Afrique qu'en Europe. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites, ce que tu dis sur l'Éthiopie. On va continuer à se tutoyer. Ce que tu dis sur l'Éthiopie, parce que j'ai l'impression que l'Éthiopie cherche à diversifier ses ports. Alors, ça ne doit pas être très facile, mais je vois que le Kenya a inauguré un nouveau port et qu'il espère bien que l'Éthiopie s'en serve. On dit que l'Éthiopie est en train d'organiser en Érythrée, dans le port d'Érythrée, c'est Assab, je crois. Pardon ? C'est bien Assab. C'est bien Assab. Est en train d'organiser une possibilité de transport de marchandises pour Assab et puis de rénover Assab. On parle aussi de Berbera. On sent que l'Éthiopie, Djibouti, lui tient la dragée haute et doit forcer un peu la dose sur les facturations. Effectivement, cela se passe parce que la dépendance de l'Éthiopie par rapport au port de Djibouti, l'Éthiopie n'est pas du tout satisfaite de cela, non pas parce que le port n'est pas pratique, mais parce que le port lui coûte cher en termes politiques. Je m'explique. Djibouti profite de ce que l'Éthiopie dépend de son port pour effectuer d'autres activités totalement illégales de type exportation des armes sur le territoire éthiopien, sur le territoire du Yémen, en passant par la Somalie. Djibouti est en train de faire en sorte que toute la région soit déstabilisée, toujours dans l'intérêt du président de Djibouti pour que lui seul puisse créer une sorte d'État familial, d'État clanique au-delà de Djibouti, une partie de la Somalie, une partie de l'Éthiopie. C'est le vrai projet du dictateur Ousmane Marguelé qui consiste à vouloir créer une sorte d'État de sa grande famille clanique. Et ça, c'est une réalité que l'Éthiopie commence à réaliser et l'Éthiopie a déjà attiré l'attention de l'autorité djiboutienne pour qu'il arrête d'exporter des armes dans la région éthiopienne. Et pour ces raisons-là que l'Éthiopie veut se démarquer, ne peut être trop dépendante de Djibouti pour ses exportations, pour que à terme elle puisse vraiment interdire à l'autorité politique de Djibouti de s'immiscer dans l'affaire de l'Éthiopie. Pourtant, l'Éthiopie a l'air de céder au chantage. Par exemple, quand ils ont extradé le lieutenant Fouad ou Barkat Ali Oudoum, on a l'impression que elle passe au-dessus de ses propres lois, puisque par exemple, Barkat Ali Oudoum avait rendez-vous chez un juge pour évaluer la validité de la demande djiboutienne. Et en fait, il a été extradé avant même d'avoir pu se présenter devant le juge. Voilà, ça c'est la pression de Djibouti pendant qu'elle tient la dragée haute à l'Éthiopie. Et c'est de cela que justement l'Éthiopie veut se libérer
en diversifiant ses importations et exportations, ses voies d'importation et d'exportation, pour que, à terme, elles ne soient pas obligées de livrer un Barca, de livrer un Fouad, de livrer un Kadami, et de pouvoir se libérer de cette dictature du port. Très bien. Encore une petite question. La CTD, c'est complètement une invention propre à Djibouti, ou il y a déjà d'autres pays d'Afrique qui ont tenté cela, puisque vous êtes en relation avec les autres pays africains? Complètement, ce n'est pas une invention typiquement de Djibouti. Nous avons amélioré la stratégie de la charte, mais effectivement, d'autres pays comme les Burkina Faso ont réalisé des très bons documents sur la charte de transition dans leur pays, et nous nous inspirons de la même façon que nous proposons aussi notre réflexion complémentaire à ces pays, et ensemble nous venons à ces documents qui sera un document africain, parce que la charte de la transition de Djibouti, mais aussi d'autres pays africains, a cela d'intéressant, c'est qu'on prépare un diagnostic véritablement partagé des pays concernés avant de proposer une période de transition elle-même également partagée, et ensuite seulement venir occuper le devant de la scène politique. Cela permet d'être en phase avec le besoin réel, la situation réelle du pays. C'est ça qui fait que la charte de transition, qu'elle soit djiboutienne ou qu'elle soit d'autres pays africains, présente un intérêt stratégique pour avancer sûrement et très pédagogiquement sur l'aboutissement d'une démocratie dans le pays concerné. Merci. Bon, avant de conclure, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises en 2 ou 3 mots, quelles sont les valeurs qui unissent les membres de la CTD? Tu m'as parlé tout à l'heure de transparence. Quelles sont les autres valeurs? Les valeurs qui unissent la charte de transition, c'est bien sûr l'ouverture d'esprit, l'ouverture politique, puisque, alors je le disais, nous avons dans la CTD des membres aussi bien politico-militaires que des membres pacifistes. Nous avons des organismes de droits de l'homme, nous avons des personnalités, nous avons tout ce monde très divers, donc l'ouverture politique, l'ouverture d'esprit, mais aussi ce qui caractérise, c'est l'amour de la vérité sur Djibouti. Un diagnostic partagé du territoire signifie vraiment, c'est dire Djibouti, qu'est-ce que c'est? Comment définir Djibouti? Mettre d'accord sur ce que Djibouti est avant de proposer des solutions par rapport aux problèmes que nous constatons ensemble de façon partagée. Donc, c'est l'amour du pays et l'amour d'un diagnostic partagé. Enfin, une valeur également importante, la fraternité. Djibouti est un pays qui a été trop divisé par le pouvoir actuel depuis 40 ans, voire 43 ans actuellement. Et chaque fois que nous avons un projet de travailler en commun avec tous les Djiboutiens, il y a toujours quelques membres du régime qui viennent diviser les Djiboutiens sur des lignes de fractures qu'ils ont mis en place depuis 40 ans. Et travailler à démanteler ces lignes de fracture entre les Djiboutiens, créer donc la fraternité, l'égalité, la citoyenneté, sont également des valeurs fortes que l'USN, autrefois et aujourd'hui la CTD, porte. D'accord. Eh bien, merci. Alors, un dernier petit mot que je demande à tous les interviewés. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes ou à des moins jeunes qui se posent la question de savoir s'ils doivent rejoindre ou venir travailler au sein de la CTD? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les convaincre? Un message d'abord aux partis politiques djiboutiens de l'opposition. Oui. La CTD est ouverte. Ils peuvent venir en gardant, comme tout à l'heure je disais, leur personnalité politique. Ce n'est pas parce qu'ils seront dans la CTD assis à côté d'un mouvement politico-militaire qu'ils seront automatiquement vus comme un mouvement politico-militaire. Ils restent pacifistes comme nous restons pacifistes. Ça, c'est un message aux autorités des formations politiques de l'opposition pacifique à Djibouti. D'autre part, un message aux citoyens djiboutiens. Citoyens djiboutiens, si demain, vous voulez travailler sur une réalité de Djibouti, travailler ensemble, vu ensemble, étudier, observer ensemble, c'est-à-dire faire un diagnostic partagé de la situation, soyez présents donc à côté de nous pour dire votre vérité à vous, votre part de vérité. Si les parts de vérité de chacun, de chacune n'est pas trouvée, n'est pas reprise,
alors il y aura un trou dans la vérité, dans la réalité de ce que nous voulons décrire au niveau national. Dans les messages aux personnalités et aux fonctionnaires, mais aussi aux intellectuels en général à Djibouti, nous avons absolument besoin de vous. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Si vous avez des responsabilités, nous le savons, vous ne pouvez pas vous afficher outre mesure, mais vous pouvez très bien travailler avec nous en douce pour que les documents que nous préparons sur un diagnostic partagé de la société djiboutienne puissent profiter aussi de votre vision, de votre observation, de votre culture générale, de votre culture scientifique, de votre culture administrative, afin que nos documents soient impeccables et conviennent à toutes les réalités djiboutiennes. Très bien. Eh bien, écoute, merci mille fois, Macky.